le quatrième dossier de cette conf de cardiologie. Une patiente de 26 ans active consulte aux urgences pour une douleur thoracique. La douleur a débuté il y a plusieurs jours, donc il n'y a rien d'aigu, alors qu'elle avait un épisode considéré comme une bronchite traité par 7 jours d'Augmentin dans les jours précédents. La douleur est rétrosternale, n'irradie pas et se majeure nettement au changement de position. Donc d'emblée dans l'énoncé, une patiente jeune sans facteur de risque, une douleur atypique rétrosternale, un contexte viral récent, donc il faudra penser évidemment à la péricardite. Quel diagnostic évoquer en premier lieu? Justement, on va évoquer chez cette patiente jeune sans facteur de risque, et dans le contexte infectieux récent, une péricardite aiguë. A priori, on pourra rajouter bénigne et virale, jusqu'à preuve du contraire. Les caractéristiques qui orientent, c'est donc le contexte clinique et la douleur rétrosternale, majorée par les changements de position et évidemment non ischémique dans sa description. Question suivante, quels examens paracliniques non biologiques indispensables prescrivez-vous et qui cherchez-vous? Donc là, il va falloir prescrire les 3 examens clés paracliniques non biologiques quasiment systématiques en cardiologie: l'électrocardiogramme de repos, la radiothorax et l'échographie cardiaque transthoracique. Alors les mots-clés pour la péricardite à électrocardiogramme, c'est le sus-décalage diffus du segment ST, sans miroir, donc non ischémique a priori. Le deuxième signe qui est rare mais qui est pathognomonique, qu'on ne retrouve dans aucune autre pathologie, c'est le sous-décalage du segment PR ou du segment PQ, dont la systématisation peut aussi traduire un petit peu l'endroit où l'épanchement est le plus important, mais qui en général est diffus. Dans les formes sévères, donc dans les formes de tamponade, on peut avoir un microvoltage si l'épanchement est abondant et une alternance électrique ou des arythmies cardiaques. Là, c'est vraiment le changement d'axe à chaque inspiration, dû au fait que lorsqu'il y a un retour veineux dans le ventricule droit, il ne peut pas s'expandre, il ne peut pas se dilater en diastole du fait de l'épanchement important. Il va comprimer le ventricule gauche, ce qui va provoquer une modification de l'axe du cœur, une modification de l'axe électrique du cœur. La radiothorax va chercher une cardiomégalie et le foyer infectieux secondaire à la bronchite récente. Et enfin, l'échographie cardiaque transthoracique. Donc là, les mots-clés, c'est l'épanchement péricardique. Et en pratique clinique, il va falloir donner la taille de l'épanchement, le siège de l'épanchement et dire s'il est compressif, mal toléré. Quel traitement prescrivez-vous en cas de confirmation diagnostique? Donc en cas de péricardite aiguë virale chez une patiente jeune, sans facteur de risque, sans comorbidité et active, le traitement est un traitement ambulatoire. On va revoir un peu dans quel cas il faudra hospitaliser. Pas de bilan étiologique compte tenu du premier épisode de péricardite, il serait réalisé en cas de récidive. Les mots-clés pour le traitement, c'est repos, anti-inflammatoire, arrêt de travail et protecteur gastrique. Donc c'est vraiment les 4 mots-clés pour la péricardite aiguë virale. On va préciser un petit peu. Le traitement anti-inflammatoire, il s'agit soit d'un traitement par aspirine à dose anti-inflammatoire, soit d'un traitement par anti-inflammatoire non stéroïdien. On peut utiliser l'ibuprofène. Les mots-clés pour ce traitement anti-inflammatoire, c'est à grosse dose, pendant au moins un mois, et à dose régressive progressivement. Donc en général, 1 mois à 3 grammes, 1 mois à 2 grammes et 1 mois à 1 gramme. On peut utiliser de plus en plus souvent, et ce dès le premier épisode, en prévention des récidives, de la colchicine en plus du traitement anti-inflammatoire, mais ce n'est pas obligatoire. Le protecteur gastrique, un inhibiteur de la pompe à protons, il n'y a pas de recommandation formelle dans ce sens, mais c'est fortement conseillé. Et enfin, il va falloir surveiller la patiente, cliniquement la disparition de la douleur du syndrome infectieux, biologiquement disparition du syndrome infectieux, et échographiquement ainsi qu'électriquement les disparitions des signes de péricardite. Question suivante, dans quel cas aurait-il fallu traiter la patiente en hospitalisation? Donc il y a de rares indications à l'hospitalisation pour la péricardite aiguë. En général, il s'agit des tableaux hyperalgiques, donc là les patients ne vont pas pouvoir rester chez eux compte tenu de l'importance de la douleur. Les tableaux subaigus avec altération de l'état général, les tableaux avec fièvre importante, mais là encore ça peut se discuter. Biologiquement, en cas d'élévation de la troponine, il faut toujours hospitaliser les patients, au moins jusqu'à régression de la troponine. Il faut éliminer une myocardite avec une troponine élevée, des signes d'insuffisance cardiaque et des signes d'hypokinésie à électrocardiogramme. Par contre, une péricardite simple peut occasionner une très faible élévation de la troponine asymptomatique et aspécifique. Les indications radiologiques, on va dire échographiques, donc à partir du moment où il y a une dysfonction VG en échographie, ce qui traduit une myocardite associée, et si l'épanchement est important, avec risque de tamponnade, il faut bien sûr hospitaliser. Enfin, le terrain, patient immunodéprimé, comorbidité importante ou patient ne pouvant pas suivre son traitement à domicile, mauvaise compliance, mauvais entourage. La patiente vous reconsulte pour persistance des symptômes après 1 semaine de traitement. Votre examen trouve une turgescence des jugulaires ainsi que des bruits du cœur réguliers, irréguliers et rapides. On réalise une échographie cardiaque en urgence qu'il faut interpréter. Donc là, il s'agit d'une coupe échographique
en sous-costal. La sonde est ici, on devine un petit peu les structures hépatiques. Ici, on retrouve le ventricule droit de petite taille, le ventricule gauche d'une taille normale, l'oreillette droite et l'oreillette gauche. On note tout autour des ventricules cette zone hypoéchogène qui est en fait l'épanchement péricardique qui est circonférentiel, qu'on retrouve devant toutes les parois du cœur. Il est devant le ventricule droit et le ventricule droit est de toute petite taille. On peut commencer à suspecter une compression du ventricule droit, donc une échographie compatible avec une tamponnade ou une prétamponnade. Donc échographie cardiaque transthoracique, épanchement péricardique circonférentiel et diminution de la taille ou collapsus du ventricule droit. Il faut suspecter évidemment une tamponnade. L'électrocardiogramme du patient est réalisé. Donc on a ici un microvoltage des QRS qui apparaît très nettement. Et la deuxième anomalie qu'on peut voir sur ce tracé est, vous le voyez ici, une modification de l'axe des QRS à chaque cycle cardiaque. Donc l'alternance électrique qui traduit l'abondance de l'épanchement devant le ventricule droit. À chaque inspiration, le ventricule droit va se dilater aux dépens du VG. Il ne peut pas le faire au niveau du péricarde, c'est la diastolie. Et donc les ventricules vont bouger dans le péricarde. L'axe des QRS va être modifié à chaque fois. Donc les mots-clés, microvoltage des QRS et alternance électrique. Question suivante, quel est votre diagnostic, quelle est votre prise en charge? Donc évidemment le diagnostic est celui de tamponnade, secondaire à une péricardite, c'est assez rare mais ça peut arriver. Le traitement, il s'agit d'une urgence médicale et chirurgicale, donc hospitalisation en réanimation en soins intensifs, mise en condition classique, avec la pose de voie veineuse périphérique voire centrale. En attendant le drainage de l'épanchement, la mise en condition et le traitement symptomatique, c'est le remplissage abondant pour favoriser le fonctionnement du VD, un support inotrope positif pour favoriser l'éjection du VD. Le remplissage peut se faire par macromolécules au sérum physiologique et l'inotrope peut être un bêta-stimulant, par exemple de la dobutamine. Dès que possible, évacuation chirurgicale de l'épanchement. Donc, dans les formes les plus sévères, en attendant la chirurgie, ça peut être un drainage ou une ponction écho-guidée au lit en attendant un drainage chirurgical, mais classiquement, le traitement est chirurgical d'emblée, donc un drainage au bloc opératoire de l'épanchement péricardique. Il faut bien sûr arrêter tout traitement potentiellement hémorragisant, donc les anti-inflammatoires, les anticoagulants éventuellement, et les reprendre bien sûr après la chirurgie. Question suivante. Plusieurs années se sont écoulées. La patiente se plaint d'une fatigue chronique, d'œdème des membres inférieurs, d'un essoufflement. On retrouve une turgescence jugulaire chronique. Quel diagnostic suspecté? Donc, devant l'apparition de signes d'insuffisance cardiaque droite qu'on a dans l'énoncé après une sternotomie, après un drainage de péricardite, il faut penser à une péricardite chronique constrictive ou PCC, ce qui est très rare et cliniquement se traduit par des signes d'insuffisance cardiaque droite. On va voir juste après les signes paracliniques. C'est une des complications à connaître de la péricardite avec la myocardite, la tamponnade et les récidives ou rechutes. Quelles en sont les causes classiques? Certaines causes de péricardite peuvent donner ce tableau et d'autres le donnent rarement. Donc d'abord, les péricardites tuberculeuses peuvent classiquement donner des péricardites constrictives, mais c'est très rare. Ensuite, les péricardites secondaires à une radiothérapie médiastinale, par exemple pour un cancer du sein chez les femmes ou pour des lymphomes chez les patients plus jeunes. Enfin, les patients où il y a une péricardectomie, antécédent de chirurgie cardiaque, antécédent de drainage de péricardite, sont aussi plus à risque d'avoir des péricardites constrictives. Et enfin, plus anecdotique, les insuffisances rénales chroniques peuvent également donner des péricardites urémiques récidivantes qui peuvent également se compliquer de constriction chronique. Quels examens demander pour confirmer le diagnostic? Donc là, des choses simples, évidemment. En premier, l'électrocardiogramme. Ensuite, comme d'habitude, la radiothorax et l'échographie. Et ici, il y aura une particularité qu'on verra à la fin. L'électrocardiogramme, les signes classiques. Dans cette maladie, on peut avoir un microvoltage diffus, mais qui est rare. Il peut y avoir des arythmies auriculaires du fait d'une dilatation chronique des cavités cardiaques droites, en particulier de l'oreillette droite, dans cette maladie. Donc la dilatation de l'oreillette droite se voit à l'électrocardiogramme par une hypertrophie auriculaire droite, donc des ondes P qui vont être géantes, pointues, surtout en D2. Ensuite, à la radiothorax, la cardiomégalie, les calcifications du péricarde qui pourront être visibles, donc en péricardique, et l'échographie cardiaque, le scanner ou l'IRM, qui sont des examens d'imagerie permettant de voir directement le cœur et le péricarde. On va voir l'épanchement péricardique, les calcifications de ce péricarde, éventuellement l'abondance de l'épanchement et les signes compressifs. Enfin, on peut mesurer directement les pressions intracardiaques lors d'un cathétérisme cardiaque. Et dans les péricardites chroniques constrictives, le seul signe à connaître, c'est l'égalisation des pressions droites, qu'on appelle aussi le deep plateau. On va maintenant voir quelques images correspondant au cas clinique. Donc ici, des images d'échographie cardiaque transthoracique, la coupe sous-costale un peu la même que tout à l'heure, avec le foie ici, l'épanchement péricardique qui apparaît comme cette bande hypoéchogène, le ventricule droit de petite taille, le ventricule gauche de taille normale. Ici, c'est une autre coupe où on retrouve, devant les cavités cardiaques droites, l'épanchement péricardique.
Ici, une coupe apicale des 4 cavités dans le contexte d'une péricardite en train d'être compressive. Donc on retrouve la pointe du cœur, le ventricule gauche, le droit, l'oreillette gauche, la droite, la valve mitrale, la valve tricuspidienne. Tout autour du cœur, vous avez cette zone hypoéchogène qui correspond à l'épanchement péricardique, qui est peu abondant, par contre qui commence à être compressif. On a une petite compression de l'oreillette droite ici et un ventricule droit qui est assez plat. Donc il va falloir surveiller ce patient, bien le remplir et éventuellement le support inotrope en cas d'hypotension, et bien surveiller sous traitement que la péricardite s'améliore. Un autre patient avec un épanchement péricardique, qu'on retrouve ici modérément abondant sous les cavités cardiaques gauche, sous la paroi postérieure du VG, donc là sans aucun signe de compression sur le ventricule droit. La radiothorax d'un patient ayant une péricardite importante et donc une tamponnade. Une cardiomégalie très importante avec un index cardiothoracique largement supérieur à 0,5 et un aspect de cœur en carafe, une monstrueuse cardiomégalie. La particularité est que cet épanchement est normalement de constitution rapide et que lorsqu'on compare avec la radio précédente, il n'y avait pas évidemment cet aspect. En conclusion, on a vu dans ce dossier les péricardites aiguës virales, leur traitement, les indications à l'hospitalisation, les complications à connaître, donc les classiques, la myocardite, la tamponnade avec son traitement. Bon, on n'a pas parlé de rechute et de récidive. Et puis une complication plus rare, mais avec très peu de choses à savoir finalement que vous retrouverez dans ce dossier, la péricardite chronique constrictive. Donc l'item abordé ici est les péricardites aiguës et leurs complications, l'item 274.